ça, c'est le réveil, c'est pour vous dire que ça va commencer. Merci beaucoup d'être venus nombreux à cette conférence qui porte sur le consommer local. Alors, on annonce la couleur, on dit c'est possible, parce qu'on est tous convaincus ici que c'est souhaitable, mais aussi que c'est possible. Ça suppose quand même un certain volontarisme pour le rendre possible. Je vais commencer par vous donner un petit chiffre pour vous dire à quel point c'est pas évident. Au milieu des années 90, il y a une jeune thésarde allemande qui a fait grand bruit. Elle a calculé la distance parcourue par un yaourt de l'étable à la table. Alors entre le lait, les fraises, le verre, elle est arrivée à 9000 km. Un yaourt parcourt 9000 km en moyenne avant d'arriver à votre table. Donc c'est pour dire à quel point les multinationales sont depuis très longtemps, cette étude date du début des années 90, pour vous dire à quel point les multinationales sont depuis très longtemps intriquées dans un système mondialisé où les distances sont longues, s'allongent, où les fuseaux horaires sont traversés largement. On a en gros, pour vous faire une idée, 30 à 40% du commerce mondial qui est intra-firme. Intra-firme, ça veut dire quoi? C'est très simple. C'est-à-dire que c'est au sein de chaque groupe, entre des filiales, pratiquement la moitié du commerce international, c'est à l'intérieur du même groupe. Il produit ici, il assemble là-bas, il s'approvisionne selon les coûts les plus bas, les coûts du travail les plus bas, mais depuis quelque temps, et c'est là le problème, il s'approvisionne aussi, il décide de planter ses jalons en fonction de la réglementation environnementale la moins contraignante. Tout cela est effectivement absurde du point de vue environnemental, mais aussi du point de vue social. Alors, la question du Made in France, effectivement, par définition, elle répond à cette question. On sait, on en est convaincu, hier on en a beaucoup parlé, que c'est une garantie pour les emplois. Et c'est aussi, par définition, une garantie pour la protection de l'environnement, puisqu'il contient en lui-même l'idée de raccourcir les distances. Alors, reste maintenant à savoir comment c'est possible. Ça pose quand même des problèmes économiques. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Vous avez des multinationales qui sont pensées pour faire des millions de kilomètres. Est-ce que c'est possible aussi sur le plan budgétaire? Parce que ça suppose quand même effectivement un bilan écologique favorable, mais c'est quand même un peu plus cher. On en discutera avec nos intervenants. Est-ce que c'est beaucoup plus cher? Et puis aussi, sur le plan pratique, consommer local, c'est possible. On le voit, on l'appréhende facilement du point de vue agroalimentaire. Consommer local, des cornichons, des pâtes, c'est possible. Mais consommer local lorsqu'il s'agit de produits industriels, pour lesquels, depuis des années, on a décidé de les produire ailleurs. C'est beaucoup plus compliqué et ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Donc, on va essayer d'aborder ces questions-là d'un point de vue pratique. Pour cela, nous avons donc 4 intervenants. Natacha Polony, qui est agrégée de lettres, mais qui est surtout directrice de la rédaction de Marianne. À ma gauche, Mounir Majoubi, qui est ancien président du Conseil national du numérique, ancien secrétaire d'État au numérique, qui est toujours député de Paris. Et vous êtes aussi là parce que vous avez participé, plus que participé, vous avez co-créé, on peut dire, cette plateforme qui est connue, qui s'appelle La Ruche qui dit oui et qui vise à réduire justement les distances entre les producteurs et les consommateurs. Vous nous en direz un peu plus. Emmanuel Bois, vous lancez depuis 2016 les jardins d'Orantes. Voilà, ce sont des cornichons et vous souhaitez, vous avez produit 850 000 bocaux. C'est déjà pas mal, mais c'est finalement qu'un début parce que sachez que 90% des cornichons qu'on trouve en France, eh bien, proviennent d'Inde. Demain, ça sera 70%, après-demain, 50%, peut-être grâce à vous. Enfin, Monsieur Jean-François Lefrançois, vous êtes directeur général, Jean-Philippe, décidément, Jean-Philippe Lefrançois, vous êtes directeur général d'Alpina Savoie et vous vous présentez dans votre plaquette comme un
patron engagé. Voilà. Et déjà, premier engagement, il essaye de développer une filière blé dur français. Et c'est déjà pas facile, hein, un parcours semé d'embûches. Donc, je vous propose de directement passer, pas aux hostilités, parce qu'on est quand même plus ou moins tous sur la même longueur d'onde, mais de passer concrètement à, je passe la parole à Natacha. Il manque un micro. Non ? On y arrive très bien. Sur est-ce que c'est possible, parce qu'on ne va pas revenir sur le souhaitable, on a déjà fait ce diagnostic, on est à peu près tous convaincus, c'est même peut-être notre dénominateur commun ici, mais est-ce que c'est possible ? Bonjour à tous et merci beaucoup d'être tous ici ce matin. On se fait tous la remarque, nous qui arrivons sur ce salon, c'est un salon dans lequel il y a du bonheur, de la joie de vivre et du plaisir. Tout simplement parce que le fait de produire, de créer, le fait d'avoir un lien entre le consommateur et le producteur, ça redonne du sens. Je vais prendre l'autre micro, il marche mieux. Ça redonne du sens à cet acte de consommer qui devenait un acte bête, qui devenait un acte mécanique. Nous sortons de l'aliénation par la consommation et tout à coup, nous reprenons la maîtrise de notre vie, de la façon dont nous nous habillons, dont nous mangeons. Voilà, c'est tout ça qui est en train de se passer ici. Alors le problème, c'est qu'en effet, quand on dit consommer local, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez immédiatement des levées de boucliers quand vous prononcez ces mots-là. Premier argument qu'on vous sort. Ah oui, mais on peut quand même pas tout produire. Oui, de fait, on a bien conscience que, par exemple, le café ne pousse pas en France, pour ne prendre que cet exemple. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de prétendre que toute consommation peut devenir locale. Il s'agit de mettre en place ce qui va permettre à chacun d'opérer un arbitrage entre ses achats et au maximum de favoriser, quand c'est possible, l'achat local et, j'allais dire, de fonctionner par cercle concentrique. Deuxième argument, c'est trop cher. C'est trop cher. Oui, c'est vrai, c'est parfois plus cher et parfois non. Et surtout, la question est de savoir quels sont les coûts induits, les coûts qui ne sont pas pris en compte, mais que nous paierons de toute façon. C'est-à-dire que quand vous achetez un produit qui, en effet, comme le yaourt dont parlait Franck tout à l'heure, a parcouru 9000 km, il a abîmé la planète. Il a détruit socialement, puisqu'il a été fait par des gens qui n'étaient pas payés correctement pour ce travail. Donc, les coûts derrière, ils vont se payer pas forcément directement par nous. Alors, si nous allons payer directement le fait que, comme ça n'a pas été fabriqué ici, évidemment, ça a détruit des emplois, ça crée du chômage de masse, et ça, c'est nous qui le payons directement. Donc, vous voyez, l'argument qui consiste à dire c'est trop cher est un argument absolument fallacieux. D'autant que la seule question à se poser est celle du rapport qualité-prix. Est-ce que vous en avez pour votre argent ? Et là encore, consommer local n'est pas toujours possible financièrement. C'est une question d'arbitrage sur une part du budget dont on dispose, bien entendu. Ensuite, l'argument, c'est de dire, mais c'est du protectionnisme. Si nous pratiquons ce protectionnisme, les autres le feront aussi. Et ça va faire s'effondrer le commerce mondial, quelle catastrophe. Alors, là encore, parce qu'en général, moi, quand je défends le produire en France, on me répond « Ah oui, mais vous êtes bien contente que, par exemple, les vignerons français puissent exporter leur vin. » Oui, c'est vrai, oui. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que personne d'autre ne peut faire ce vin-là. Il y a des vins australiens très très bons, et si on veut boire du vin australien, on peut. Mais le vin tel qu'il est fait en France, il n'existe nulle part ailleurs. Donc la question à se poser, c'est aussi celle de la spécificité. C'est-à-dire que produire local doit passer aussi par le fait de faire quelque chose que les autres ne sauront ou ne pourront pas faire. C'est-à-dire d'introduire une notion de qualité et d'authenticité. Ensuite, évidemment, là vous allez me dire, vous êtes en train de parler de l'agroalimentaire, c'est facile. C'est en effet, comme le disait Franck, autre chose quand on commence à parler de production industrielle, de production de masse. Et là, le problème, on entre directement dans la question politique. Ça ne concerne plus seulement le consommateur, ça concerne aussi les décisionnaires politiques. Parce que consommer local, ça passe aussi
par le soutien à des filières de la part des pouvoirs publics, de la part des acheteurs institutionnels. C'est-à-dire que quand vous avez toute une structure réglementaire qui incite les pouvoirs publics à aller systématiquement au moins cher et à ne surtout pas valoriser leur propre agriculture ou leur propre industrie, vous rendez impossible le fait de consommer local et vous détruisez ces filières. Par exemple, quand dans des marchés publics pour des cantines, pour des, je ne sais pas moi, pour les vélos de la Poste, pour les fusils d'assaut de l'armée française, quand systématiquement on considère qu'il serait anormal de favoriser un produit local, on induit le fait que la défense d'une industrie ne rentre pas dans le rôle des politiques. Alors il ne s'agit pas de favoriser, de toute façon les règles européennes nous l'interdisent, il ne s'agit pas de favoriser officiellement. En revanche, quand on parle des critères d'un marché public, ces critères ne sont pas forcément des critères financiers. La règle du moins-disant, c'est pas seulement le fait de prendre moins cher, c'est en fait une règle du mieux-disant, ce qui signifie que si vous mettez des critères qui induisent la qualité, qui induisent la préservation d'un tissu social, vous pouvez aller vers des produits locaux. Alors ça, certains le font. Certains maires se battent pour que leur cantine scolaire soit alimentée localement. Et d'autres s'en foutent rigoureusement. C'est bien le rôle des politiques que de se poser la question de la façon dont eux vont agir. Donc il y a là une prise de conscience collective à mettre en œuvre, mais ça veut dire que tous les acteurs de la chaîne peuvent, à un moment donné, agir pour que, tout simplement, nous ayons en compte ce qui nous paraît ici une évidence. Le fait qu'un produit n'a pas besoin de parcourir des milliers de kilomètres, que si nous payions l'énergie au prix réel, ça coûterait beaucoup plus cher de faire venir des produits, mais dans la mesure où, en effet, le kérosène, le mazout des bateaux n'est pas taxé comme l'est, par exemple, votre carburant, en fait, on diminue artificiellement le coût de cette division mondiale du travail qui est en train de désindustrialiser totalement les pays occidentaux. Voilà, donc je pense que ce sont toutes ces questions-là qui doivent se poser pour savoir comment on peut réintroduire tout simplement une forme de bon sens dans notre consommation. Monsieur Bajoubi, ça, vous êtes un peu interpellé parce que vous êtes un politique, n'est-ce pas? Et interpellé aussi en tant que citoyen et un politique qui va vous apporter beaucoup de réponses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire manger local et pourquoi c'est important? Manger local, on peut tirer le fil et dire manger durable. Manger durable, c'est une façon de manger, une façon de consommer qui serait bonne à la fois pour soi, pour la planète et pour l'économie. C'est reprendre conscience que la façon qu'on a de consommer peut avoir un impact majeur. Et quand on parle de nourriture, aujourd'hui ça devient une évidence, mais c'est bon pour la santé. Aujourd'hui, on a une grave crise d'obésité en France, on a une grave crise de maladies nées du fait d'une mauvaise alimentation. Manger durable, c'est une façon de se réapproprier nos vies par l'alimentation. Alors comment on fait pour manger durable? Il y a plein d'acteurs du manger durable. Il y a les producteurs, il y a les distributeurs, et puis, avant d'arriver au consommateur, il y a la restauration collective et la restauration privée extérieure. Parce qu'aujourd'hui, si on doit se dire la vérité, l'endroit où vous mangez le plus de merde, c'est la consommation extérieure. Quand vous mangez en restauration rapide, quand vous mangez en restauration du quotidien, et malheureusement, dans beaucoup trop de boulangeries, malheureusement, dans beaucoup trop d'endroits qui ressemblent à des restaurants, vous mangez de la nourriture qui vient de très loin. Aujourd'hui, on n'a pas une culture en France de la transparence de l'origine des aliments que nous mangeons. D'ailleurs, pire que ça, combien d'entre vous dans cette salle ont déjà osé demander à un petit restaurateur d'où venaient les légumes, d'où venait le beurre utilisé, d'où venait la crème? Ouais, honnêtement, je le fais de temps en temps, mais quand je le fais, c'est que j'ai un doute, et donc c'est le moment où on s'engueule. Donc, c'est pas facile. Donc, qu'est-ce que le politique a fait? Eh bien, sur chacun des aspects, on a essayé d'apporter plus de transparence, et quand il a fallu accélérer, on a créé des obligations. Par exemple, sur les cantines, on a voté une loi il y a 1 an. On a voté une loi qui crée 2 choses. La première, c'est l'obligation du repas végétarien qui a démarré cette semaine partout en France. 1 fois par semaine, dans toutes les cantines scolaires de France, il va y avoir un repas végétarien. Alors ça veut dire quoi un repas végétarien?
Ça ne veut pas dire qu'on a supprimé la viande, hein. Ça veut dire qu'en plus du repas avec de la viande, il y a un repas qui est fait qu'avec des légumes. Ça, pourquoi c'est important pour le manger durable et pour le manger local? Petit à petit, on va habituer les consommateurs à faire plus avec des produits frais. Parce que le menu végétarien, c'est surtout pas un menu normal dans lequel on a retiré la viande et qu'on a remplacé par un substitut. Ça, on aura tout raté si on fait ça. Un menu végétarien, c'est un menu où on a mis en majesté les légumes et où on a essayé de faire découvrir des nouveaux goûts. Mais dans cette loi, on a voulu donner un peu de temps aux cantines pour la deuxième mesure. La deuxième mesure, c'est celle qui va arriver en 2021. C'est celle de l'obligation des 50% de sourcing, d'achat, avec des signes de qualité. Alors, signes de qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire local, ça veut dire bio, ça veut dire label rouge, ça veut dire différents labels, qui va faire que les milliards d'euros dépensés chaque année par les cantines scolaires, eh bien, il y a 50% de ces milliards qui vont avoir un impact durable sur notre économie et sur nos agriculteurs. Vous avez parlé des règles d'achat. Aujourd'hui, avec une centaine de députés, on a créé un collectif qui s'appelle le collectif du manger durable et on a essayé d'identifier les problèmes qu'il y avait tout au long de cette chaîne. Un des premiers problèmes, c'est les peurs de l'acheteur public. L'acheteur public, s'il respecte à la règle, à la lettre, la loi, s'il ne veut pas prendre trop de risques, il vaut mieux qu'il fasse des appels d'offres sans clause sociale, sans clause environnementale, et qu'il regarde ensuite le prix, et il pourra toujours justifier. Et un des exemples les plus terribles dans les cantines parisiennes, c'est les pommes de Nouvelle-Zélande. Ils gagnent tous les appels d'offres. C'est simple, on demande des pommes bio, et le seul qui est capable de répondre oui, je vous livre 1,5 tonne de pommes en vous livrant chaque semaine un camion, c'est les Néo-Zélandais, les grossistes qui font venir de la néo-zélandaise. Sauf que, et c'est ce qu'on a essayé de montrer avec les députés, sans changer la loi, en appliquant les clauses sociales et environnementales dans les appels d'offres, au lieu de payer ma pomme à 20 centimes le kilo, je vais la payer peut-être 0,25 le kilo, sauf que je l'aurais choisi, mon agriculteur français ou européen pas loin, mais surtout français, parce que j'ai exécuté et mesuré ma clause sociale. Mais le chemin, on n'en est qu'au tout début. Parce que là, je vous ai parlé des cantines scolaires, mais c'est qu'un seul des aspects. La restauration extérieure, va bien falloir qu'on aille plus loin. C'est pas passé dans Egalim, mais il y a beaucoup de députés qui l'ont soutenu. La prochaine fois, ça va revenir. L'obligation de transparence dans la restauration. Aujourd'hui, c'est un secteur qui ne va pas très bien. Donc c'est aussi pour ça qu'il n'a pas eu qu'on n'a pas insisté sur les nouvelles contraintes qu'on pouvait porter. Mais on ne va pas pouvoir aller plus loin comme ça sans créer cette transparence. Donc moi, je vous l'annonce, la prochaine étape, ce sera la transparence dans le commerce, dans la restauration commerciale. Mais après, et c'est tout l'enjeu de ce salon, le troisième pilier, c'est vous. Le troisième pilier, c'est nous. C'est la consommation directe des consommateurs qui achètent pour manger chez eux. Il y a les produits transformés et puis il y a aussi les produits non transformés. Aujourd'hui, on a un grand sujet sur l'offre, la distribution. Quand je veux manger durable, est-ce qu'autour de chez moi, il y a de quoi acheter durable? Alors depuis 2 ans, il y a une accélération majeure, mais on doit aller beaucoup plus loin. Parce qu'aujourd'hui, on a une grave inégalité sociale et une grave inégalité territoriale. C'est que plus vous êtes pauvre, plus vous êtes dans un quartier pauvre, et plus c'est cher de manger durable. À Paris, par exemple, plus vous êtes dans un quartier qui a les moyens, plus il y a une concurrence entre des offres durables. Si vous allez dans le 9e rue des Martyrs, c'est le combat absolu. Il y a 4 ruches qui disent oui, 3 magasins de circuit court. Tout le monde, on a la capacité de comparer le prix des pommes, de choisir entre tel ou tel type de pomme en sachant d'où elle vient exactement. Ah, elles viennent de 150 km, les vôtres, je vais aller chez l'autre, elles sont à 80 km. Si vous êtes à Porte de Bagnolet, il n'y a pas de distribution bio locale. Vous êtes obligé d'aller beaucoup plus loin pour pouvoir acheter. Je suis le député du 19e arrondissement, c'est l'arrondissement le plus pauvre de Paris. Dans le 19e, il n'y a pas d'offre à un prix accessible. Alors hier, on est très heureux, il y a une nouvelle épicerie qui est ouverte qui s'appelle l'épicerie Nous, qui est une épicerie qui vend des produits qui ne peuvent pas être vendus dans le circuit classique parce que c'est des légumes moches, c'est des produits qui ont une date de péremption rapide. Et là, elle a enfin ouvert 300 mètres carrés, ça rend heureux très fort les habitants. Mais donc le prochain enjeu, c'est, et ça il faudra demander ça à vos maires, il faudra demander ça à vos candidats aux élections municipales, comment vous allez vous garantir que nous, citoyens, nous allons pouvoir acheter durable, acheter local. Et puis, autour de tous ces enjeux, il y a aussi la santé. Aujourd'hui, on a une épidémie majeure d'obésité qui touche surtout les plus pauvres. Si vous regardez les chiffres, c'est terrible. En fonction du niveau de revenu, vous avez un écart de 10 à 15% dans le taux de surpoids et d'obésité. On passe de 15 à 35% dans certaines classes économiques. Comment on en est arrivé là? C'est parce qu'on a perdu la façon, on a perdu l'imaginaire, on a perdu les pratiques de la cuisine durable.
comment je mange et je cuisine chez moi des aliments qui sont bons pour ma famille et bons pour le corps. Et ça va pas mettre 2 ans, ça va pas mettre 3 ans. Ça va mettre 10 ans pour qu'on réapprenne tous à cuisiner. Mais regardez les signes. Les signes, ils sont très positifs. Les gens qui sont les plus à l'aise socialement, économiquement, ceux qui en ont les moyens, tous ceux-là sont déjà à une phase mature de leur transition. On refait venir massivement le légume dans le repas. On rééquilibre la place entre les légumes et les viandes. Ça, c'est ce qui va transformer nos vies et transformer nos familles. Mais il va falloir qu'on réapprenne à manger de saison, il va falloir qu'on réapprenne à cuisiner. Ce que vous n'avez pas dit dans mon CV, c'est que je suis cuisinier de formation. Aujourd'hui, on a un vrai problème sur l'apprentissage des techniques de cuisine. Elles ne sont plus transmises dans la famille, elles ne sont plus transmises par l'école. On a toute une génération de jeunes adultes aujourd'hui qui ont pu ne jamais être formés à la cuisine. C'est-à-dire que ce n'est pas cuisiner un plat le soir de saison. En ce moment, c'est les courges. Moi, il y a beaucoup de mes amis qui, face à une courge, sont un peu perdus. Ils ne savent pas trop quoi en faire. Je fais un cours de cuisine sociale dans le 19e une fois par mois. Là, on va faire les courges. Il y a des familles qui n'avaient jamais cuisiné la courge à la maison. Moi, je vous invite à tous de cuisiner des courges, manger des courges locales et à manger de saison. Et si dans nos consommations, si dans nos cantines, si dans les restaurants, on va un pas plus loin, vous allez voir, on va avoir un impact massif sur notre économie. Moi, j'y crois très fort. Je crois qu'il n'y a pas une seule solution. Il faut un collectif majeur, il faut des solutions qu'on porte tous ensemble, mais on peut y arriver et ça démarre. Merci beaucoup. Je vous propose, Monsieur Emmanuel Bois, vous allez essayer de nous parler concrètement comment on crée une filière, parce qu'on s'aperçoit que la question sur laquelle on bute, par-delà notre volontarisme, notre volonté politique ou de citoyen ou de consommateur, après se pose la question de la filière. Comment la reconstituer en étant toujours dans une sphère nationale et locale? Et les difficultés que ça pose aussi. Merci beaucoup. Donc, je travaille pour le Jardin d'Orantes. Jardin d'Orantes, c'est une marque de cornichons français. Alors, quand on dit cornichons français, parfois on nous regarde et on nous dit bah oui, comme pas mal de marques, comme Amora à Dijon, comme Maille à Dijon. En fait, non, parce que vous avez dit que 80% des cornichons venaient d'Inde. Et c'est vrai. Et il y a 4 ans, 80% des cornichons venaient d'Inde et 20% venaient d'Europe de l'Est. Pologne, Macédoine, Serbie, Kosovo, Pologne. Et je vous remercie, Natacha et Menhir, d'avoir préparé mon intervention parce qu'il y a vraiment des mots forts sur lesquels on essaye de s'appuyer. Vous avez parlé de bon sens, vous avez parlé d'accessibilité, d'aide des pouvoirs publics, d'accessibilité, de transparence. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. Que 80% des cornichons viennent d'Inde, c'est pas grave. Enfin, que des cornichons viennent d'Inde, plus précisément, ce n'est pas grave. Le cornichon a été découvert au pied de l'Everest il y a 2000 ans. Bon, donc ce n'est pas une hérésie. Ce qui est une hérésie, c'est le manque d'équilibre. C'est qu'il y a 4 ans, il n'y avait plus du tout de cornichons français dans les champs, alors que le cornichon fait partie de notre patrimoine gastronomique. À l'apéritif, à table, on mange des cornichons. Voilà, le cornichon, dans notre esprit, c'est français. Donc ce qu'on souhaite, nous, c'est remettre de l'équilibre dans les rayons, que vous puissiez trouver des cornichons à prix accessible français. Mais pour autant, et je préfère le dire tout de suite, jamais nous ne serons capables d'approvisionner 100% du marché français. Le cornichon est un fruit très capricieux. Il ne pousse pas en dessous de 15 degrés, il ne pousse pas au-dessus de 35 degrés. Il lui faut de l'eau, il lui faut du soleil, mais pas trop. Et ce n'est que de la récolte manuelle. Ça veut dire que c'est très compliqué de faire pousser du cornichon, ce qui veut dire qu'en France, on peut en faire pousser que l'été. Il met 2 mois à pousser et on a 2 mois pour le récolter. Donc, même avec la meilleure de nos volontés, on ne sera pas capable, à terme, de remettre 100% de cornichons français en France. En revanche, 0%, c'est pas possible. C'est pour ça qu'à 4 ans, on a décidé de retravailler avec des agriculteurs et de remettre en place une filière dans les champs. 2 agriculteurs il y a 4 ans, on est à 12 cette année, on est sur 20 hectares, on est sur effectivement un peu plus de 850 000 bocaux cette année. Sachez qu'ils s'en vendent 60 millions dans la grande distribution, donc on est encore loin, on est à 1,5%, 2%. Notre ambition, c'est peut-être 5%, 10%. Et quelles sont les difficultés? En fait, elles ne sont jamais où on les attend. C'est ça qui est un peu bizarre. On se dit, oui, ça va être compliqué d'un point de vue agricole, il va falloir trouver de la main-d'œuvre, on va avoir des problèmes avec la météo. Oui, on a eu tout ça. On a tout ça. Après, on se dit, il va falloir que le prix soit accessible. Comment on va faire pour que le prix soit accessible?
Nos agriculteurs, on les paye 6 euros du kilo pour qu'ils récoltent le cornichon. Et quand j'achète un kilo de cornichon qui vient d'Inde, je le paye 1 euro. C'est 6 fois plus cher. Mais je ne pourrais jamais vendre un cornichon français s'il est 6 fois plus cher. Il doit être accessible. Donc là, ça veut dire que c'est le savoir-faire d'un industriel d'investir dans ses usines, de travailler aussi des cornichons qui viennent d'autres origines, qui permettent de faire tourner des lignes et d'avoir une bonne productivité, et de la mettre au service du cornichon français. Donc l'accessibilité était une crainte. Les distributeurs sur qui on tape parfois sur les guerres des prix, la façon dont ils traitent les fournisseurs, les distributeurs ont très bien accueilli notre démarche. Parfois, je suis dur avec eux, mais là, je suis plutôt conciliant. Il n'y a pas de négociation sur ce prix. Il n'y a pas de marge arrière, il n'y a pas de promotion. Ils l'achètent à un prix, le même toute l'année, ils ne se bagarrent pas dessus. Et ils l'ont accepté. Le prix, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de bataille. Le prix consommateur ? Le prix consommateur, c'est 3,90 € pour ce bocal, c'est-à-dire à peu près 16-17 € le kilo, quand des grandes marques qui commencent par A et qui finissent par A, ou qui commencent par M et qui finissent par I, sont à 12 € le kilo. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 1 euro, un peu moins d'1 euro du bocal d'écart. Un Français en achète en moyenne 4 par an, c'est-à-dire que pour 4 € par an, vous êtes acteur de la relance de la filière. Donc oui, c'est un peu plus cher, un peu, mais pour 4 € par an, vous relancez une filière. Après, là où je suis beaucoup en phase avec vous, c'est que c'est pas parce que c'est français que ça doit pas être bon. Ça doit être meilleur. Ça doit être français, donc ça doit être meilleur. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à un grand chef pour nous aider sur les recettes, un chef au chapeau noir, Marc Vera, qui nous aide depuis 15 ans, fidèle, grand défenseur du local, défenseur du bio, défenseur des herbes. Ça fait 15 ans qu'il nous aide, il nous a aidé à travailler des recettes parce que c'est français et ça doit être meilleur. Donc le vinaigre est français, l'estragon est français, les oignons sont français, le bocal est français, le couvercle est français, tout est français, sauf moi parce que je suis à moitié suisse. Donc en fait, je suis la seule hérésie dans le panorama. Accessibilité, on pensait que ça allait être compliqué, pour en finir, non. Et en fait, on arrive à la vraie difficulté que vous avez citée, c'est transparence. Le marketing, c'est un très joli métier, c'est de mettre en valeur un produit, une offre, mais c'est comme le maquillage. Quand on en abuse, c'est vilain. Et en fait, aujourd'hui, il y a de l'abus. Il y a de l'abus parce que les réglementations sont floues. Quand vous achetez un produit, je suis désolé, je vais le citer, mais ça m'énerve, donc j'ai envie de le dire. Quand vous achetez un produit Amora, que c'est produit à Dijon, qui a marqué Dijon dessus, que vous regardez une publicité à la télé, et que la signature, c'est la convivialité à la française, forcément, que cette marque est en France depuis des années, et c'est une très belle marque, c'est une marque française. Vous vous dites, le cornichon est français. Vous prenez le bocal, il n'y a rien marqué. Il n'y a rien marqué parce qu'il n'y a aucune obligation de citer l'origine des produits. Et c'est pas grave que ça vienne d'Inde. C'est pas grave. Moi, je demande juste à ce que le consommateur puisse choisir, savoir d'où vient le produit, et qu'après, il prenne ses décisions. J'achète un cornichon indien ou européen parce qu'il est un peu moins cher et que je ne peux pas mettre plus d'argent. Parfait, j'ai décidé. Je décide d'être acteur et j'ai la possibilité financière de mettre 4 € de plus par an. J'achète français. Mais qu'on nous permette de le dire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin d'aide sur cette transparence. Et je sais que vous travaillez dessus et que l'Europe travaille dessus, mais c'est encore insuffisant. Parce qu'on est obligé de mettre l'origine du produit que si on marque France devant. Mais si on dit rien, si on dit juste, moi je suis une marque française, je suis à Dijon, bah, tout le monde pense que le cornichon est français. Juste pour voir, est-ce que ceux qui savaient que le cornichon n'était pas toujours français, est-ce que vous pouvez lever la main? Alors, on a un public averti. Merci. Sur Amora, est-ce que vous saviez que ça n'était pas français? Ah, pas trop. En fait, quand on fait des enquêtes, 80% des consommateurs pensent que Amora, c'est français, le cornichon est français. Et c'est pas grave que ça vienne d'Inde, et c'est une magnifique marque. Et je suis pas là pour casser du sucre, je suis là pour vraiment dire, effectivement, transparence, c'est un mot très fort. Et ce qui est le plus dur pour nous, en fait, c'est cette éducation du consommateur. Parce qu'on a une PME, on n'a pas des moyens suffisants pour faire de la pub à la télé et d'expliquer notre démarche. Donc déjà, merci de nous accueillir sur des plateaux pour nous donner la parole, parce que ça permet d'expliquer la démarche. Et si vous passez sur notre stand... Vous avez un député qui va déposer une proposition de loi sur le sujet, là.
plus, qui va créer une majorité pour porter ces sujets. Concrètement, est-ce qu'on peut dire concrètement, on interdit à Amora de faire croire que c'est produit en France? Est-ce qu'on peut le faire, ça? Attendez, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit Non, mais que l'on il y a demande quand même... à chaque industriel de marquer l'origine de ses produits à partir du moment où une matière première représente plus de 50-60% du produit. Bon, oui, on va laisser la parole à Monsieur Lefrançois. On va mélanger les cornichons et le blé dur sous le contrôle du cuisinier. Je ne sais pas si ça se fait, peut-être pas. On va tenter le coup. Il faut créatif, voilà. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour et tout d'abord merci de nous accueillir ici. Alors, c'est une belle nouvelle que d'être là aujourd'hui et c'est une belle nouvelle parce que pour nous, consommer local en tant que transformateur, c'est aussi notre devoir, nous, de consommer local dans tous nos ingrédients et dans tous les composants de nos produits. Alors nous, Alpina Savoie, on est une entreprise historique de Savoie. On a été créé il y a 175 ans en Savoie et on a une particularité, c'est qu'on est acteur de la première et deuxième transformation. C'est-à-dire qu'on a depuis toujours un moulin qui nous permet de transformer notre blé et une usine qui permet de transformer ce blé, cette semoule en pâte. Et de ce fait, on a un lien particulier et privilégié avec les agriculteurs puisque notre matière première, c'est du blé qui sort directement du champ. Et nous, Alpina, depuis toujours, on a pris quelques initiatives et on a pris quelques engagements. C'est qu'on veut absolument et on tient à consommer que des produits français et le plus local possible. C'est-à-dire que notre région d'approvisionnement pour le blé, c'est le quart sud-est de la France, parce qu'en plus, c'est une zone de production un peu privilégiée. Mais de ce fait, on a travaillé depuis toujours avec des agriculteurs qui sont devenus nos partenaires aujourd'hui. Et notre rôle à nous, notre vision de notre rôle, c'est d'être un intervenant de cette filière. Donc, dans notre vision, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, les agriculteurs produisent, nous transformons, le consommateur consomme. Alors, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, à tous ces niveaux, il y a des gens qui s'engagent. Des agriculteurs s'engagent, nous nous engageons, des consommateurs s'engagent. On parle aujourd'hui des consommateurs, des gens qui veulent consommer et s'identifier dans leur mode de consommation. Et à ce niveau-là, comment nous, on intervient ? On a rencontré des agriculteurs qui aujourd'hui en ont marre un petit peu de l'agribashing et de voir se refaire mettre en cause à chaque fois sur leur pratique agricole. Et donc, notre objectif, c'est de mettre en valeur ce qu'ils font. Et on a eu la chance, du fait qu'on soit connus pour être des acheteurs locaux, exclusivement locaux, de rencontrer des agriculteurs qui sont allés très très loin dans la démarche, puisque aujourd'hui, dans notre développement, on commercialise des produits de gamme biologique, qu'on appelle Bio de France, dans lesquels on utilise 0 pesticides. Alors là, je fais une petite parenthèse, parce que dans le bio, alors je vais poser une question comme il y en a tout à l'heure, est-ce que pour vous, on utilise des pesticides dans l'agriculture biologique ? Alors, très clairement, oui. Par contre, là où il y a une erreur, je pense, c'est que dans le modèle agricole biologique, on parle de pesticides, alors que pour moi, ce sont plus des auxiliaires technologiques. Et là, je pense qu'il y a un problème. Par contre, nous, on a pris l'engagement de dire qu'on n'utilise aucune substance. Pourquoi ? Parce que les agriculteurs peuvent le faire. Et s'ils peuvent le faire, c'est parce qu'ils ont développé des processus agricoles qui leur permettent de le faire. Et comme vous disiez tout à l'heure pour l'exemple du café, on ne peut pas tout produire partout et n'importe comment. Nous, on a la chance d'avoir une région de production qui est aujourd'hui la Camargue, qui permet d'avoir des conditions, alors qu'on appelle pseudo-climatiques de production, qui permettent de ne pas utiliser aucun pesticide, même bio. Donc nous, notre rôle, ça a été de valoriser cette action-là et ce savoir-faire-là, qui pour nous est arrivé vraiment à l'excellence du modèle de production. Par contre, pour ce faire, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut les soutenir, ces agriculteurs. Donc il faut accepter de payer plus cher et de les rémunérer par rapport à leur travail. Pourquoi ? Pour 2 raisons principales. Pour nous, la première, c'est que c'est normal parce qu'ils font des efforts, ils ont vraiment, dans notre façon de consommer durablement et de manger durablement, ils ont la capacité à nous approvisionner dans des matières premières qui, pour nous, sont au niveau d'excellence maximum. Ensuite, parce qu'ils ont un rôle aussi de protection de l'environnement. Et là, on le voit bien. Et c'est important de les conserver, de leur donner les moyens de pouvoir vivre et vivre décemment de leur exploitation. Ça, c'est la première chose. Et pour montrer quel est l'intérêt, justement, d'accompagner ces agriculteurs, nous avons financé une étude avec une structure qui s'appelle la Tour du Valat pour montrer quel était justement l'intérêt d'une production de ce type dans un milieu naturel sensible et qui montre que même avec l'intervention humaine, on a la capacité à restaurer. Tout à l'heure, vous avez parlé de « est-ce qu'il est trop tard ?» Et nous, on essaye de faire notre part pour montrer qu'il n'est pas trop tard. Et cette étude, qui avait déjà été initiée il y a quelques années sur le riz et qu'on fait sur le blé,
montrent qu'il y a une restauration de l'environnement et de la biodiversité en 3 ans à des niveaux identiques à ceux d'il y a 40 ans. Donc, c'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir faire un retour en arrière sur la protection de l'environnement quand on voit la disparition des oiseaux, des insectes mellifères. Ça, c'est un engagement qu'on a pris. Vous m'avez dit tout à l'heure, vous êtes un entrepreneur engagé. Alors, l'entreprise est engagée. C'est pas moi qui m'engage, c'est l'entreprise qui s'engage. Et après, à quoi on s'engage ? Ce qui est important, une fois qu'on a valorisé cette filière, nous, on s'engage à pouvoir rémunérer l'ensemble des acteurs de cette filière. Et là, Emmanuel parlait tout à l'heure de la grande distribution ou des distributeurs en général. Bien entendu qu'il faut qu'on ait ce partenariat avec la distribution pour qu'ils acceptent de pouvoir valoriser ces produits de l'ensemble de la filière, parce que tout le monde doit vivre de cette filière. Alors, pour donner des chiffres, comme tu l'as donné tout à l'heure, c'est en France, il se consomme 8 kilos de pâtes par an et par personne. Le surcoût d'une production bio française qui rémunère l'agriculteur et qui n'utilise aucun pesticide, c'est 4 euros du kilo. Quand vous faites 4 fois 8 euros, c'est 32 euros du kilo, enfin 32 euros, pardon, par an et par personne pour accompagner une filière qui vous propose des produits biologiques, produits en France et qui restaure votre environnement. Alors nous, on pense que ça, c'est un bel engagement et c'est la part qu'on fait tous les jours pour proposer aux consommateurs ce type de produit. Sachant qu'en plus, pour nous, le bio, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc il doit être bon, mais bon pour la santé, et ça, on le vérifie. C'est-à-dire qu'on s'engage à ce que nos produits soient sans résidus de pesticides. Pourquoi ? Parce que dans les filières, il peut y avoir des contaminations, ce qu'on appelle contaminations croisées, et on ne veut pas prendre ce risque-là. Donc, on fait des contrôles libératoires sur l'ensemble de la chaîne de production pour vérifier qu'il n'y a bien aucune présence de pesticides. Ensuite, nous sommes savoyards. La Savoie a été rattachée à la France en 1860. Donc, naturellement, on a un savoir-faire pastier qui nous vient de l'autre côté des Alpes. Et on est reconnu entreprise du patrimoine vivant pour ça. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est aussi dire, voilà, bio, c'est bien, mais c'est une histoire de matière première. Et après, à nous d'en faire un bon produit. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, bien manger, c'est aussi ça. C'est aussi se faire plaisir. C'est aussi se faire du bien. C'est faire du bien aux producteurs, c'est faire du bien à notre environnement, mais aussi se faire plaisir. Et ça, c'est important. Et pour aller plus loin, dans notre démarche, on se dit, ce serait un peu dommage, nous, en tant que transformateurs, de pas travailler nos packaging, la façon dont on va conditionner nos produits. Et aujourd'hui, on a des emballages qui sont issus de forêts cultivées durablement, qui sont produits en Rhône-Alpes, à côté de chez nous, qui sont imprimés aux encres, avec des encres végétales. Puisqu'on parle d'emballage éco-conçu, alors on utilise plein de mots aujourd'hui pour se faire plaisir, mais alors, tout ça, il faut savoir que ce sont des démarches qui ont été entamées sur le bio il y a plus de 20 ans, sur les emballages il y a plus de 5 ans. Enfin voilà, moi ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est de voir qu'aujourd'hui il y a une sensibilité à toute cette démarche. Mais nous, on a la chance et on a peut-être eu la vision de s'engager déjà bien avant tout ça. Et c'est-à-dire que on est bien content d'être là au bon moment et on est bien content d'être là avec des consommateurs qui ont envie de retrouver à travers leur consommation ce type de produit. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas du marketing, c'est pas juste pour aller chercher du chiffre, c'est pas pour prendre des parts de marché. Nous, aujourd'hui, on représente à peine 2% du marché national. Et si on double nos parts, l'usine est pleine, on peut plus produire. Donc, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment d'accompagner la valorisation de ce qui se fait de la filière et en même temps de pouvoir en vivre, bien entendu. Mais on n'a pas vocation à devenir un leader mondial ou autre. On veut juste faire notre part et montrer qu'on fait notre part. Et pour terminer, pour dire que c'est important aussi, c'est que ce que je dis là, c'est ce que pensent tous les salariés de l'entreprise. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait d'emploi. Pour maintenir les emplois en région, pour donner envie aux gens de se consacrer à leur métier, c'est aussi de donner du sens à leur métier. Et ça, c'est important pour nous. Les gens de l'entreprise connaissent bien quelle est notre volonté d'accompagner l'ensemble de la filière et on va pas venir nous dire en disant oui, voilà, faut acheter moins cher, faut baisser les marges quand on va en négo. Notre objectif, c'est de dire on a intérêt à valoriser tout ce travail qui est fait par l'ensemble des intervenants. Merci beaucoup, Natacha. Vous vouliez intervenir et Oui. ensuite on passe la parole à la salle. Affûtez vos questions. Alors- On a une demi-heure encore, n'est-ce pas? Ah, on va dire une On va demi-heure. faire vite, mais je voulais juste, parce que là, nous avons eu on va dire l'exemple de gens qui se battent, qui font des choses. Le problème, c'est qu'on est dans un environnement, là, on pourrait croire, entendre que tout le monde va dans le même sens, que c'est formidable et que donc ça va vers le mieux. Pardon, mais c'est un combat. C'est-à-dire que ça ne se passe pas très bien et qu'il y a des freins. Et les freins, je pense qu'il faut les nommer. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, un scandale comme celui de la viande de cheval dans les lasagnes, de la viande de cheval roumain dans les plats préparés, eh bien, derrière, vous avez, à l'époque, le gouvernement français, c'était sous François Hollande, qui a essayé de faire valoir, face à l'Union européenne,
la traçabilité, on en parlait, c'est le point essentiel, la traçabilité sur les viandes dans les plats préparés. Et ça a été refusé par la Commission européenne. On n'a pas l'obligation en Europe d'écrire d'où vient la viande qui est dans le plat préparé. Pourquoi ? Parce que c'était contraire à la concurrence. Parce que ça risquait de créer un biais. Pourquoi ? Parce que à la Commission européenne, on estime que si le consommateur français préfère manger de la viande d'origine française plutôt que de la viande d'origine roumaine ou polonaise, eh bien, ce n'est pas la concurrence libre et non faussée. C'est-à-dire qu'on considère que le citoyen n'a pas à être informé et à opérer ses choix lui-même. Le problème, c'est cette idéologie-là, et elle est en train de détruire l'ensemble des filières des pays européens. Ça, c'est le premier point. Et donc, la traçabilité, c'est essentiel, mais ça nécessite d'être un peu démocrate, c'est-à-dire que ça nécessite de considérer que c'est le citoyen qui décide. Et qu'une fois qu'il est informé, il décide en fonction de ce qu'il veut, de ce qu'il choisit. Ça s'appelle le libre arbitre. Deuxième chose, vous évoquiez la grande distribution. Vous disiez qu'elle a très bien accueilli vos cornichons. Et tant mieux, heureusement que la grande distribution de temps en temps défend les produits locaux. C'est vrai qu'il y a dans certains supermarchés des rayons spécifiques de produits locaux. C'est très bien. Sauf qu'à côté de ça, la grande distribution, malgré la loi Egalim, ou plutôt parce que la loi Egalim, qui était une formidable loi issue des États généraux de l'alimentation, qui était une formidable initiative, eh bien, cette loi a été détricotée et aujourd'hui encore, la grande distribution peut tirer à la baisse les prix, peut exercer un abus de pouvoir, parce que c'est réellement cela, c'est-à-dire que vous avez en gros 4 grands distributeurs en France, et donc quand les prix sont négociés, c'est pas le vendeur, c'est le seul domaine où ça se passe comme ça, ce n'est pas le vendeur qui fixe le prix, c'est l'acheteur. Et donc, vous avez ce chantage permanent sur les producteurs qui consiste à dire, mais si vous montez vos prix, vous voulez vivre de votre production, ah mais c'est pas notre problème, on peut se fournir ailleurs. C'est-à-dire que le problème fondamental qui freine tout ce dont nous parlons, c'est l'alliance entre des positions monopolistiques comme celle de la grande distribution et le libre-échange tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est-à-dire sans aucune prise en compte des questions environnementales et sociales. C'est-à-dire qu'on peut faire rentrer des produits en France qui n'ont pas les mêmes obligations que celles que nous imposons ici. Et là, je vais vous citer par exemple le cas de la filière, c'est une filière, les producteurs de lentilles vertes du Berry. Magnifique, la lentille verte du Berry, un produit splendide. Ils se battent, ils ont des règles environnementales, ils ont un taux de pesticides extrêmement faible. Voilà. Et ils font des lentilles superbes. Sauf que même dans le Berry, les hôpitaux, les cantines scolaires, etc. ne se fournissent pas en lentilles du Berry. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la lentille canadienne qui rentre, qui est produite à coups de pesticides, dans un type de production ultra-industrialisée. Et non seulement les marchés publics, évidemment, choisissent la lentille la moins chère, mais ensuite, en grande distribution derrière, on leur explique que leur produit est trop cher. Et qu'on ne va pas évidemment expliquer aux consommateurs la différence. On ne va surtout pas informer le consommateur parce qu'il risquerait d'être libre de choisir des produits français. Vous voyez, c'est tout un système qui marche sur la tête. Et je le redis, la loi Egalim a été vidée de sa substance. Et c'est bien dommage parce que c'était un moyen extraordinaire de régler les problèmes. Tous les acteurs avaient été mis autour de la table. C'était une très bonne initiative. Et petit à petit, dans la loi, les verbes qui étaient à l'indicatif sont passés au conditionnel. C'était plus il faut que, c'était il faudrait que, sans aucune obligation. Donc nous nous retrouvons dans la situation antérieure, c'est-à-dire avec un système qui favorise le fait de tirer vers le bas les producteurs. Je cite un dernier exemple. Quand vous avez une entreprise comme Lactalis, qui est une entreprise là aussi totalement monopolistique, alors, fleuron français Lactalis. Lactalis, il y a quelques années, vous savez, il y a 2-3 ans, il y a eu une crise, les producteurs laitiers ont essayé de se faire entendre. Pourquoi ? Parce que le prix de revient de leur lait, c'était 28 centimes le litre.
Lactalis, c'était 33 euros, pardon, 33 centimes le litre. Lactalis leur payait 28 centimes. Voilà. Ils ne pouvaient pas vivre. Et quand ils réclamaient à Lactalis une hausse des prix, Lactalis leur répondait, mais on peut se fournir ailleurs, c'est pas grave. Justement parce que problème d'information. Quand vous faites de la publicité pour un camembert, en montrant le grand-père avec son petit-fils, on a toujours fait comme ça s'appelle pas de la publicité mensongère, ça? Quand on sait qu'il y a une usine qui fait ça automatiquement, il y a 2 ouvriers dans l'usine? Franchement. Et le consommateur n'est pas informé. Preuve d'ailleurs sur le camembert. Pourquoi? Vous avez peut-être entendu parler des tentatives pour créer une nouvelle appellation d'origine, camembert. Pourquoi? Parce que la pression, en l'occurrence de Lactalis, puisque c'est les plus puissants, pour essayer de mettre du lait pasteurisé dans les fromages d'appellation d'origine, la pression est telle qu'en fait, ils ont racheté toutes les petites laiteries, ils ont expliqué que le lait cru, c'était du poison, et ça fait des années qu'ils trichent sur les étiquettes. Ils mettent camembert fabriqué en Normandie. Sauf que le lait, il vient de Pologne, il vient d'ailleurs, on ne sait pas. Mais c'est fabriqué en Normandie, l'usine est en Normandie. Voilà. Donc ça s'appelle tromper le consommateur. D'ailleurs, sur ce cas-là, l'État aurait pu porter plainte depuis des années parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'appellation Normandie pour ça. Les pouvoirs publics ne l'ont jamais fait. Alors, On se demande pourquoi. Donc, le rôle des politiques là-dedans, il est essentiel. Vous êtes interpellé et ensuite on passe la parole à la salle. Il y a déjà une main qui se lève, il a pris une option, le monsieur. Je répondrai très brièvement en disant que le politique, il ressemble au peuple. Je vous rappelle que le Parlement d'aujourd'hui, il a été élu par le peuple et que l'Assemblée européenne, le Parlement européen vient d'être réélu par le peuple. Donc tout ce que vous dénoncez aujourd'hui, eh bien, ça va changer. Vous avez raison de dire que la précédente commission a souhaité maintenir une zone de flou sur les origines. Mais vous avez vu la tête des nouveaux députés qui ont été élus au Parlement? Ils ressemblent à ces nouveaux députés qui sont arrivés au Parlement français. Et ces questions-là, avec la nouvelle commission qui arrive le mois prochain, avec ce Parlement qui va commencer à prendre ses marques. Regardez qui est le président de la commission environnement au Parlement européen. C'est Monsieur Canfin. Est-ce que vous croyez une seule seconde que Monsieur Canfin lâchera la bride ou lâchera la pression sur ce sujet? Il y a une nouvelle génération de politiques qui arrive et qui ont une conscience absolue de ces sujets-là. Regardez, vous parlez des sujets de transparence. Je vous ai expliqué pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à l'imposer. Mais si vous parlez avec vos commerçants près de chez vous et que vous leur dites on va imposer la transparence absolue avec vos restaurateurs, c'est eux qui vont vous mettre la pression. Mais aujourd'hui, la responsabilité du politique, c'est de ne pas accepter cette pression et de dire qu'on doit avancer. Sur l'agroalimentaire, c'est pour moi la plus grande urgence absolue. Ce que vous avez raconté tout à l'heure sur l'origine des produits, sur les pots de cornichons, les ambiguïtés sur camembert de Normandie, camembert fabriqué en Normandie, qui sont deux façons différentes d'appeler un produit. L'une est protégée, l'autre n'est pas protégée. Vous pouvez dire que l'État aurait pu poursuivre. La DGCCRF a poursuivi à plusieurs reprises. À chaque fois que le packaging a frôlé le fait de ressembler à l'appellation. Oui, mais fabriqué en Normandie, la DGCCRF n'a jamais poursuivi. Et de toute façon, la DGCCRF a été démantelée par Nicolas Sarkozy. Elle a nettement moins tout simplement de fonctionnaires pour contrôler ce genre de choses. J'ai eu la chance d'être secrétaire d'État à Bercy et de travailler avec eux au quotidien. Et ils sont au quotidien pour nous protéger sur ces sujets. Mais oui, il y a un combat. Et oui, il faut que les politiques le portent. Oui, il faut qu'aux prochaines élections municipales, sur la consommation municipale, on le fasse évoluer. Oui, le nouveau Parlement européen doit avancer sur ces sujets. Mais moi, contrairement à vous, je crois que nous agissons et que nous sommes près à faire avancer les choses. Mais je suis persuadée qu'il y a des actions. Par exemple, et on va laisser la parole à la salle, mais juste une chose. Finalement, à vous entendre, on se demande pourquoi Nicolas Hulot a démissionné. Or, Nicolas Hulot, il a démissionné parce qu'il dénonçait la présence de lobbies au sein de l'État, le fait que c'était un combat qu'il n'arrivait pas à gagner parce qu'il n'avait pas les arbitrages. Et regardez sur les traités de libre-échange, il n'y aurait pas eu Bolsonaro au Brésil, eh bien, on signait le traité de libre-échange avec le Mercosur et on ruinait la filière viande française. Alors là, je peux pas vous laisser dire ça. Je suis député de la Commission des Affaires étrangères. Le président de la République
qui a été clair sur Mercosur. Mais non, il n'a pas été clair. Il a attendu qu'il y ait Bolsonaro et là, il a pu en profiter pour dire ah bah non, décidément, c'est un méchant, on signe pas. Mais avant, il signait. Il a expliqué que Mercosur Le était CETA un a été accord. signé. Le CETA a été Mais signé. CETA et Mercosur ne sont pas des accords de même génération. Mercosur, c'était un accord complètement has-been sur les clauses sociales et sur les clauses environnementales. Bon. Est-ce que vous voulez qu'on suive chaque jour? Venez avec nous, venez rencontrer les députés de la Commission des Affaires étrangères. On suit chaque semaine la construction de tous les accords des 5 et des 10 prochaines années à venir. Et les clauses environnementales et sociales, maintenant, elles sont au cœur. Mais- Et qui est le seul président au monde qui le porte, ce sujet, quand même? C'est le président Macron. La France est le pays qui, Le surtout, problème, c'est Mounir Majoubi, le le problème, pays. ce ne sont pas les clauses Nous environnementales. sommes en train de C'est faire le changer fait la façon que de faire du ces commerce accords en international. eux-mêmes favorisent un modèle d'agriculture qui est un modèle industriel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous signez des accords de libre-échange, d'abord qui, en général, sacrifient l'agriculture pour préserver l'industrie, C'est et en faux. particulier Bah, l'industrie c'est faux. allemande, c'est totalement vrai. Bah, nos agriculteurs Et français dans les ensuite, derniers accords ont là- été et très ensuite- favorisés. Non, ils n'ont absolument pas été favorisés et surtout vous les mettez en concurrence avec des pays qui ont une agriculture totalement industrialisée. Vous êtes dans la avec caricature des sur ce fermes sujet et ça, usines, pas ça du tout, mériterait un pas débat du tout. beaucoup plus long. Oui, on parce va pas que mais j'ai entendu des franchement, personnes siffler dans la salle. Est-ce que donc vous êtes pour interdire l'exportation des produits des producteurs français? Vous voyez, c'est c'est ce ça que le je disais sujet tout à l'heure. Ah, monsieur, prenez le micro. Alors, prenez le micro. Non, prenez le micro. Monsieur Majoubi, j'ai sifflé parce que tout simplement, on a bien vous entendre. Parlez bien près du micro, monsieur, Pardon on vous entend. Vous avez été nommé secrétaire d'État au numérique. Je vous ai entendu au début. Normalement, vous allez tout changer. Il fallait revenir à beaucoup plus de présence de la France. Un an après, vous avez démissionné pour devenir candidat à la mairie de Paris. Quel est le but, votre but? On doit travailler en longueur et non pas d'un seul coup. Vous agissez comme un enfant gâté. Alors, D'un seul coup, Ah ouais, vous excusez-moi, prenez... Posez des monsieur, questions ça, sur c'est le pas le fond. sujet. Ouais, posez des Mais questions non, sur le mais sujet. tout simplement, là, monsieur. vous parlez... Là, on Posez parle- des on questions parle sur de le sujet. consommer local. Mais consommer local, c'est aussi sur la durée. On doit faire des choses long. Et vous ne préparez rien. Vous passez Oui, mais d'une chose à pardon, l'autre. monsieur, excusez-moi. On n'est pas là pour faire le procès de Mounir Majoubi et de son Si. parcours politique. Essayons de poser des questions sur le Son sujet et parcours d'argumenter politique, sur son le... parcours politique, il est en train Voilà. de défendre là. Pendant 5 minutes, il a défendu son parcours politique. Il a défendu la politique du gouvernement. Alors, Moi, tout c'est pas simplement, la même chose. Il a défendu la politique du gouvernement. Il a pas, vous voyez, et là, on peut l'attaquer sur la politique du gouvernement. Ça, on a le droit. Monsieur. D'ailleurs, oui, ça a été fait, on ne s'est pas privé. Monsieur. Après monsieur, pardon. Bonjour, Christophe Villette de Haute-Savoie, je suis pas trop loin de chez vous, et pas trop loin de la Suisse non plus. Pour revenir aux informations sur les emballages, on voit les applications du type Yuka ou C'est qui le patron, qui sont en train d'arriver, enfin voilà. Et par rapport justement à leur indépendance, puisqu'on ne peut pas autoriser donc en fait d'où vient le produit, mais en même temps on va pouvoir autoriser ces codes barres qui vont permettre la traçabilité en fait de toute la responsabilité environnementale et sociale du produit. Oui, alors il y a plusieurs applications. Maintenant, si vous parlez de celle type Yuka, il y en a beaucoup qui concernent la santé, ce que ça apporte à la santé. Et c'est très bien. Et c'est un vrai sujet. C'est un sujet dont vous avez parlé tout à l'heure. Et il y a un vrai problème de santé. En revanche, il y a peu d'applications qui permettent de connaître la traçabilité du produit, puisque pour connaître la traçabilité du produit, il faut que l'industriel accepte de l'avoir, cette transparence. Et c'est compliqué pour des applications que les consommateurs renseignent de vraiment connaître tous les méandres d'où viennent les produits. Donc oui, ces applications, ça va aider, mais ça ne va pas se substituer aux besoins de transparence dont doivent faire preuve les industriels. Mais ce sera une aide. Monsieur, vous vouliez rajouter quelque chose? Alors, sur Yuka en particulier, nous on a la chance, et c'est aussi ce qui est important, c'est d'avoir un produit avec une composition très simple. En fait, nous, pour faire des pâtes, vous mettez de la semoule et de l'eau. Et c'est vrai que l'avantage de ce type d'application, on revient à ce que vous disiez, c'est savoir cuisiner des produits simples, des produits de saison avec le moins d'ingrédients possible, le moins industrialisé possible.
Alors, une fois de plus, moi je condamne personne, je juge personne, je dis simplement que nous, avec ce type d'utilisation d'application, ça met aussi en avant le savoir-faire de pouvoir retranscrire des produits naturels avec le plus de naturalité possible. Et ça aussi, pour nous, c'est un support qui est extrêmement intéressant. Et face à la traçabilité, je pense qu'il faut aussi faire confiance au label. Je pense qu'à un moment, quand vous êtes labellisé label rouge, quand vous êtes labellisé bio, il faut aussi savoir que tous les services qui sont en charge de ça font extrêmement bien leur métier en France. Et ça aussi, c'est important de le savoir. Un label français, un bio français, eh ben, je suis désolé de le dire, n'a pas la même valeur qu'un label européen, voire ailleurs. Donc, je pense qu'aussi, il faut faire confiance aussi à ça et aux services de l'État qui sont en charge de ça. Parce qu'on a la chance d'être en France et qu'il y a vraiment des contrôles qui sont extrêmement vigilants, qui permettent de mettre en évidence certains scandales notamment. Monsieur Devant, vous vouliez poser une question. Bonjour, alors Jean-Manuel Nancy, c'est pas une question, c'est plutôt l'Europe actuelle dans laquelle nous vivons, c'est une Europe supranationale, avec laquelle nous avons une Commission européenne qui est quand même un petit peu, qui met des bâtons dans les roues, notamment du consommer local. Moi, je pense qu'il serait nécessaire de changer l'Europe de nature, de passer de l'Europe des nations intégrées à une Europe des nations souveraines, avec une Commission moins intrusive, et qui laisse justement le consommer local se développer, que nous défendons tous, le consommer français, le Made in France. Voilà, je pense. Voilà, et puis remettre la mondialisation à sa place, l'adapter aux possibilités de la France. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur. Je pense que tout est imbriqué. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire il y a un coupable dans cette affaire. Il s'agit d'observer comment on en arrive à la situation actuelle de désindustrialisation et de destruction des filières agricoles en France, mais dans le reste de l'Europe, à différents points de vue aussi. Et je pense que l'Union européenne a été petit à petit détournée de sa vocation première. Le concept premier qui présidait au traité de Rome, c'était l'idée de préférence communautaire, ce qui signifiait que justement on consommait local, on consommait européen. Et évidemment, chaque pays faisait vivre ses filières, mais quand un pays était fort dans un domaine et un autre dans un autre, on s'échangeait. Et du coup, on tirait tout le monde vers le haut. Petit à petit, alors la première faille là-dedans, c'est l'entrée du Royaume-Uni. C'est pas un hasard si De Gaulle ne voulait pas que le Royaume-Uni rentre, parce que le Royaume-Uni avait derrière lui son Commonwealth. Et que, en fait, le Royaume-Uni a utilisé l'Union européenne comme nouveau marché pour les produits du Commonwealth. Et on a vu ça avec la néo-zélandais, avec le lait. Et en fait, c'était la porte d'entrée. Donc, on ne jouait plus le jeu de la préférence communautaire. Et ensuite, en 1986, l'acte unique européen transforme ce marché commun en marché unique ouvert au reste du monde, avec cette idéologie que je citais tout à l'heure d'une concurrence qui est supposément libre et non faussée. En fait, le problème, c'est que ça n'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est pas une concurrence libre et non faussée. On est libéraux au sens noble du terme, pour une libre concurrence, mais dans laquelle le citoyen est informé, c'est-à-dire dans laquelle tout le monde joue avec les mêmes règles du jeu. Là, en effet, les contrôles en France sont opérés. Le bio français, par exemple, répond à des normes précises, mais les règles de l'Union européenne, c'est qu'on peut faire rentrer des produits qui ont été labellisés dans le pays d'origine, selon les règles du pays d'origine. C'est une aberration. Là aussi, ça fausse la concurrence. Donc en fait, ce qu'il faut rétablir, c'est contre une mondialisation qui est sur les règles néolibérales et une Union européenne qui a accepté de ces règles néolibérales, qui en est même le champion. Il faut rétablir une Union européenne véritablement libérale et protectrice de ses citoyens. Merci beaucoup. Une dernière question. Je suis désolé, on est pris par le temps. Oui. Madame. Je parle assez près, là, c'est bon. J'étais venue pour la Confédération paysanne. Je suis contente d'avoir entendu tout sur le cornichon et le blé dur. Mais en ce moment où les consommateurs, les associations sont accusés de faire de l'agribashing, de l'agro-bashing, j'aurais aimé entendre un représentant, José Bové ou autre, ça m'est égal. Nous aussi, hein, on l'aurait bien aimé. Et comment se fait-il qu'il ne soit pas là parce que... écoutez, il a annulé, on n'allait pas il est quand même aussi libre, malheureusement. On entend que la FNSEA... Il a annulé pour des raisons personnelles,
familiale douloureuse et on ne peut pas lui en vouloir. Non, mais il n'est pas il tout a seul annulé à la hier. Confédération. Vous n'allez pas me dire que la Confédération paysanne, c'est juste José Bové et personne d'autre. J'y crois Non, pas. Alors, chère madame, si nous revenons à votre question, qui est la question du supposé agribashing, parce que moi, je n'adhère pas à ce terme. C'est-à-dire que je pense que ce terme-là recouvre des réalités extrêmement fausses. Il y a, en effet, de la part de certains mouvements, on va dire, un peu urbains, une vision des paysans qui, à mon avis, est totalement surannée, qui consiste à les voir tous comme d'ignobles empoisonneurs qu'il faudrait attaquer. En revanche, quand on voit une manifestation contre l'agribashing portée par la FNSEA, là, ça me pose un problème. Parce qu'en fait, cela veut dire que la FNSEA instrumentalise les paysans comme si c'était un tout, pour faire oublier qu'il y a au sein du monde paysan, eh bien tout simplement des choix différents et une tension entre ceux qui ne veulent pas bouger, qui veulent continuer à industrialiser l'agriculture, et ceux qui, au contraire, se battent pour sortir de cette logique industrielle qui est en train de faire crever l'agriculture française, et pour aller vers des pratiques qui sont des pratiques durables, qui sont des pratiques qui respectent non seulement le produit, mais la terre aussi, parce que on a beaucoup parlé de santé, mais le principal argument pour dire qu'il faut éviter les produits phytosanitaires dans la terre, c'est avant tout la préservation de la biodiversité, c'est la préservation de la terre. Pour l'instant, les données scientifiques ne nous permettent pas forcément de savoir à coup sûr si tel pesticide célèbre est cancérogène ou pas. Je m'en fous, il n'y a plus d'insectes. C'est ça le premier argument pour interdire le glyphosate. Il n'y a plus d'insectes. Voilà. Donc, on va arrêter de s'empailler pour savoir s'il y a des risques sur notre santé. En revanche, le passage de la paysannerie vers une agriculture qui leur permettra de reprendre les rênes, de maîtriser, de n'être plus prisonnier des banques et des chambres d'agriculture, ça me semble une nécessité. On n'a pas parlé d'un sujet effectivement très important, c'est le sujet bancaire. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a 4 ans, quand on a voulu commencer avec des agriculteurs à remettre des cornichons dans les champs, ils avaient besoin d'argent pour mettre en œuvre la terre. Mettre en œuvre 1 hectare de cornichons, c'est 8 000 € pour un agriculteur. Pour 3 hectares, c'est 24 000 €. Je crois que dans les céréales, on est autour de 500 € l'hectare, quelque chose comme ça. Donc, on est vraiment sur moins, peut-être, vraiment sur des sommes très importantes pour un agriculteur. Aucun banquier n'a voulu lui prêter les 24 000 € pour relancer la filière avec nous. C'est nous, en tant que PME, qui sommes allés, et je suis allé à la banque en disant, les 24 000 €, c'est moi qui me porte caution. Si jamais il pleut, il neige, il vente et qu'il n'y a pas de cornichons, je les rembourserai. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous, on avait besoin d'investir dans les usines. J'ai reçu la BPI, organisme d'État. Et ce n'est pas un sujet politique. On a reçu la BPI. La BPI qui est là pour dynamiser le commerce. La BPI, j'avais besoin d'1 million d'euros, m'a fait une proposition très généreuse de 500 000 € à 6% quand les taux d'intérêt sont à 0,50. En revanche, on va donner 30 millions d'euros pour faire pousser des fraises dans des containers à Paris. Merde. Voilà. Merde. Allez, le mot de la fin à Monsieur Majoubi. Moi, je partage la même colère que vous, mais la BPI n'a jamais mis 30 millions d'euros dans Agricool, puisque vous parlez d'eux. Ils auraient bien aimé avoir tout cet argent, ça n'est pas arrivé. Hein. Attention. Moi, je veux dire une chose. Aujourd'hui, je crois qu'on est tous d'accord, parce qu'on peut rendre de façon artificielle le débat, dans le débat l'idée qu'il y aurait un gouvernement qui est contre la transition et qui maintient un système néolibéral contre l'agriculture et contre le manger durable, et de l'autre, des gens révoltés qui défendraient cette agriculture. Disons qu'il y a des lobbies et des pressions. Et moi, j'ai une gueule de lobby. Le Parlement a une pas gueule vous, de le lobby. Bah oui, mais je suis le Parlement, je je suis le peux gouvernement. vous citer des aujourd'hui. amendements qui sont dictés par des lobbies, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen. Sur le glyphosate, par exemple, on a vu comment Mais enfin, vous Bayer allez me laisser a parler et dicté- conclure ou pas, Madame Polony? Parce que vous aimez bien à chaque fois porter le dernier mot. Aujourd'hui, vous avez des parlementaires qui se sont engagés autour de cette transition. Vous avez un gouvernement qui s'est engagé dans cette transition. La question, c'est celle du temps de cette transition. Tout à l'heure, on a parlé de la chaîne complète, des producteurs, des distributeurs, des transformateurs, de la consommation en restauration collective, de la consommation en restauration commerciale et la consommation directe des consommateurs.
on ne peut pas du jour au lendemain avoir une transition de l'agriculture si tous les autres ne font pas la transition. C'est-à-dire que tant que les Français achèteront majoritairement des produits les moins chers possibles, en ne mangeant ni de saison, ni en cuisinant eux-mêmes, nos agriculteurs ne trouveront aucun débouché à leurs produits. C'est pour ça qu'on doit travailler sur tous les sujets en même temps. Aujourd'hui, je ne connais aucun agriculteur qui a dit « moi, je refuse de rentrer dans une phase de transition ». Il n'y a que des agriculteurs qui disent « je n'en ai pas les moyens ». Et donc, les seules façons de donner Et les les aides moyens... ont été réduites par votre gouvernement. Elles n'ont pas été réduites, c'est faux. Mais C'est si, faux, elles n'ont pas été réduites. réduites. Non, c'est faux. En 2017, C'est faux, elles ont c'est été faux. réduites. Aujourd'hui, on rentre dans cette phase de transition et l'enjeu, c'est toute la chaîne de consommation et la chaîne de financement. Vous avez raison de dire, les financeurs traditionnels que sont les banques et les banques régionales ne financent pas à la même mesure les facteurs de transition que les facteurs d'industrialisation, ce qui est absurde. Aujourd'hui, un banquier il dit oui beaucoup plus rapidement sur le financement de l'industrialisation que sur celui de la transformation. Donc, ce que j'essaye de vous dire, tous ceux qui sont en colère aujourd'hui, engagez-vous. Engagez-vous pour que la distribution et la production changent près de chez vous, mais aujourd'hui, engagez-vous auprès de vos élus qui avancent sur ces sujets. C'est une fausse division. Et ceux qui hurlent dessus, vous allez ralentir cette transition en faisant ça. Et toute la responsabilité n'est pas sur la tête des Non, citoyens. je vous ai dit On que, a très bien le montré. gouvernement Il y a le des portait. choix Ah non, je vous interdis de dire ça. politiques. Ce n'est pas ce que j'ai dit, Madame Polony. Là, vous êtes encore dans la caricature. Je viens de vous dire qu'on a un gouvernement qui s'engage et un parlement qui s'engage. Et je dis à nous tous les citoyens d'y aller. Un gouvernement qui caricaturez pas. recule sur les sujets Vous essentiels. mentez en disant cela. Ah Vous non. mentez. La loi Vous mentez. Egalim, je suis désolée. La loi Egalim est une Je avancée. suis désolée, je ne mens pas. Non, La allez, loi Egalim est mais une allez avancée. discuter. Moi, je discute tous les jours avec des acteurs de la loi Egalim qui regrettent parce Moi, qu'ils vous trouvaient voyez, qu'ils étaient je ne partants, fais ils pas. trouvaient Je ça l'anime au formidable. quotidien. Arrêtez. L'évaluation a lieu cette non. année. Les cantines Et qui les- vont faire du végétarien, Et la c'est depuis ce conversion mois-ci. en agriculture biologique, vous avez baissé les aides. C'est faux. C'est Si. complètement faux. C'est faux, Madame Polony. Bon, je crois que ce débat mériterait qu'on puisse s'engager encore plus nombreux. Moi, je suis très heureux que vous Il soyez très mériterait engagés. qu'on se donne Et rendez-vous l'année prochaine. que vous soyez pour si le engagés, ça poursuivre. veut dire que les Français sont prêts. Maintenant, il faut qu'on soit encore plus nombreux. Le gouvernement et le Parlement ressemblent aux Français. Eh bien, soyons une majorité, soyons la vague, allons, transformons, faisons-le. Le mot de la fin. Par galanterie. Merci beaucoup, à bientôt. Rendez-vous pris pour l'année prochaine.